Hey donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkoz pour la review du chapitre numéro 28 de Boruto To Blue Vortex, et une review très spéciale, parce que à l'heure où je vous parle, nous sommes à 99 000 abonnés, et c'est donc une semaine très spéciale pour moi, parce que je suis né le 24 novembre 96, nous sommes actuellement le 25 novembre, donc c'était mon anniversaire hier au moment où je tourne la vidéo. Il y a Orochi Jidai qui vient faire un podcast avec moi et le chef Otaku dans la semaine. Il arrive demain, il reste 3 jours à Brest. Et fin de semaine, j'ai le concert à Rennes où je serai sur scène pour le lancement. C'est une semaine chargée d'émotions. Donc voilà, c'est quelque chose de très fort, de très spécial pour moi. Les 100 000 abonnés, normalement, ils sont passés au moment où vous voyez la vidéo. Mais au moment où moi je la tourne, on est toujours à 99 000. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un palier. J'ai commencé avec Nava, il y a maintenant plusieurs années, et maintenant j'en suis là en solo, malheureusement, sans lui. Mais j'ai décidé de l'inviter au concert à Rennes, c'était l'un de mes guests, l'un de mes plus 1. Et normalement, si j'ai réussi, et ben, je l'ai remercié sur scène, logiquement, si j'ai réussi à faire tout ça. Mais trop cool, 100 000 abonnés, merci à tout le monde, merci du soutien, merci de la force. Vous êtes les boss. On continuera à faire du Naruto et du Boruto. Mais sachez que c'est ma dernière review en tant que 90 000 abonnés. On a passé ce palier enfin tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Je voulais vous le dire. Et là actuellement, je suis fatigué. J'ai une tête de fatigué. Mais la semaine est éprouvante. Anniversaire, préparation de podcast avec Orochi Jidai, préparation de concert, inviter des gens, faire de la com. Beaucoup trop. Darkoz n'a jamais autant travaillé. Il est fatigué, Darkoz, il veut du repos. Mais avant ça, chapitre numéro 28 de To Blue Vortex, et il y a énormément de choses à dire. Encore une fois, oui. Le chapitre 28 s'appelle Une force nouvelle, et on retrouve dessus Kake Sumire avec le nouveau katana de Boruto Uzumaki. Ce n'est pas rien. Dans la phrase informative du chapitre, on retrouve ceci. Mamushi passe à l'attaque à Konoha. Ada pourra-t-elle être protégée jusqu'au bout? Étrange, Sherlock. Très étrange. En réalité, cette phrase est reconnue comme étant une prémonition narrative, plus connue sous le nom de formulation équivoque. C'est-à-dire une phrase indirecte qui sous-entend que Ada se fera avoir sur la longueur. Ce n'est donc pas la puissance de Mamushi qui a à craindre à l'avenir, mais bel et bien l'endurance du personnage. Et ça, on ne le savait pas, mais le narrateur nous donne quelques indices. En gros, il t'a carrément spoil quoi. Alors, comme vous le savez, à Konoha, nous avons de la puissance de frappe, avec Boruto, Kawaki, Sarada et compagnie. Mais avons-nous l'endurance de tenir plusieurs heures, voire plusieurs journées? Parce que oui, on s'était pas du tout posé la question, mais en effet, Mamushi va donc se diviser, se multiplier, mais il va faire ça pendant combien de temps? Alors souvent les combats sont assez rapides dans Naruto ou Boruto, mais qui nous dit que pour une fois, il va pas se multiplier pendant plusieurs heures, voire plusieurs journées? Et donc nos héros vont devoir tenir plusieurs journées sans dormir. Ah ça, on le sait pas, hein. Mais en tout cas le narrateur parle ici d'endurance, sur la longueur. Maintenant, nous allons évoquer ensemble le premier grand chapitre de la review, qui concerne donc l'épée de Kusanagi. Mais avant cela, t'as l'habitude avec les vidéos de Darkoz, petite rétrospective de c'est quoi l'épée de Kusanagi. Voilà. J'adore faire ça, les rétrospectives, c'est mon petit kiff, mon petit dada. L'épée de Kusanagi a fait son apparition pour la première fois lors du chapitre numéro 306 de Naruto, durant l'affrontement opposant l'unité d'Orochimaru à celle de Yamato. Cependant, comme vous le savez sûrement, son épée finira par disparaître durant le chapitre numéro 661, alors que Madara retourne Kusanagi contre son propre détenteur. Sasuke est alors entre la vie et la mort, et son katana reste planté dans le sol en attendant que quelqu'un vienne la récupérer. Au final, le personnage récupérera rapidement son arme une fois remis sur pied, et au chapitre numéro 674, elle est abandonnée de nouveau sur le champ de bataille, lors de l'affrontement contre Jubidara cette fois-ci. Pour finir, du chapitre numéro 675 jusqu'à la fin du manga, Sasuke utilisera une matérialisation Raiton en forme d'épée. C'était extrêmement stylé à l'époque, mais je préférais quand même Kusanagi. Oui,
Oui. Puis, sur la fin du chapitre numéro 700 de Naruto, l'Hokage de l'ombre réapparaît dans les forêts du pays du feu et possède avec lui la nouvelle lame de Kusanagi. Mais Darkos, tu es complètement con, il n'existe pas plusieurs épées de Kusanagi. Alors déjà, ferme ta gueule. En réalité, il existe plusieurs épées de Kusanagi, comme s'il s'agissait en réalité d'une catégorie de katana et d'épées assez rares. Nous en avons pour preuve le fait qu'Orochimaru possédait l'épée magique de Kusanagi, une lame capable de s'étendre mais aussi de voler dans les airs. Nous avons secondement l'épée classique de Kusanagi, détenue par Sasuke qu'il utilisait avec le style Hagoromo pour avoir une lame Raiton ou bien de feu noir avec Amaterasu. Et troisièmement, et pour finir, la nouvelle lame de Kusanagi que je viens d'évoquer avec le chapitre numéro 700 de Naruto. Cette dernière est ensuite léguée à Boruto Uzumaki durant l'ellipse de 3 ans lorsque Code et son armée attaquent Sasuke et son élève durant la nuit. Cette fameuse nuit, Sasuke fut donc scellé et Boruto récupéra la nouvelle lame de Kusanagi pour en faire son arme à lui, mais aussi l'ultime héritage de son maître disparu. Puis, pour finir, très récemment, depuis le chapitre numéro 27 du mois dernier, et grâce à l'aide de Kashinkoji et du Jippo des 10 directions, Boruto a obtenu un parchemin, mais surtout les informations venant du futur concernant un outil ninja scientifique capable d'améliorer les armes blanches, comme la nouvelle lame de Kusanagi, qui a fini, quant à elle, par se fêler lors d'un affrontement contre Jura. Et ce mois-ci, en novembre 2025, nous découvrons désormais l'épée scientifique de Kusanagi. Nouveau design, nouvelle couleur, nouvelle forme, et maintenant, eh bien il est temps que je vous parle de ses particularités. Sur cette fameuse page cover, Sumire Kake possède dans ses bras l'aboutissement de ses recherches, mais aussi le résultat de ce que Boruto lui a confié. Le katana de Sasuke, qui était pendant de longues années ce que l'on appelle au Japon un chokuto, autrement dit une épée droite, a été transformé en tachi, ou autrement dit en uchigatana, c'est-à-dire un katana court et courbé. Et oui, je fais des recherches sur des forgerons au Japon, je fais des recherches Wikipédia sur les catégories de katana. Je suis Darkos, un youtubeur à 100 000 abonnés. Vous n'êtes pas abonné à n'importe qui désormais. Et oui. L'uchigatana est appelé en français l'épée de combat. Il s'agit d'un sabre japonais utilisé à une main, fabriqué pendant la période Muromachi. Mais Darkos, c'est quoi l'époque Muromachi? Bah, il y a un Wikipédia complet qui existe sur l'époque Muromachi. Voilà. Bon, d'accord, je vais te la faire très simple. Il s'agit d'une époque où Hachikaga Takoji, un shogun, avait participé activement à la chute du shogunat de Kamakura en 1333 pour le compte de l'empereur Go-Daigo. Alors là, Darkos, j'ai rien compris. Eh bah tant mieux, parce que moi non plus. Voilà. Bon, alors pour te la faire simple, c'est une époque où un shogun a réussi à stopper un gouvernement militaire féodal qui se trouvait dans une grande ville, un grand village, pour le compte de l'empereur du pays. Tiens, un shogun qui arrête un grand village militaire qui le condamne à sa fin pour un empereur. Ça me dit quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce? Je sais pas. Qu'entends-je? L'Uchigatana, le fameux nouveau katana de Boruto Uzumaki, vient justement de cette fameuse époque-là? Oh! Que d'hasard! Et des hasards. Ouais, faut que non, j'arrête. Pour en revenir à sa spécificité, sa lame est fortement courbée près de la poignée et fait entre 60 à 90 cm. L'Uchigatana est donc le remplaçant du Tachi pour les troupes combattant à pied, mais aussi pour les guerriers vagabonds parcourant le monde. Eh bien ça tombe très bien pour Boruto, dis donc. Eh bien, au niveau de ses capacités, tout porte à croire qu'il est en lien direct avec le chapitre numéro 18 et épisode 183 de Boruto Naruto Next Generations. À cette époque, on découvrait grâce à Katasuke le sabre chakra, une arme redoutable mais bien loin d'être utilisable et parfaite. Cet outil ninja scientifique avait tendance à aspirer trop rapidement et trop fortement le chakra, ce qui épuisait son détenteur. Et aujourd'hui, le Kusanagi scientifique est exactement identique.
Il s'agit désormais d'une lame qui va couper 2 fois avec un seul coup. Tu mets un revers et il y a 2 entailles. C'est de la magie. Alors désormais, ça s'explique par le fait que la lame pourrait donc faire une coupure et ensuite il y aurait une légère lame de chakra symétrique à la lame de base, à peine perceptible, qui ferait une deuxième entaille. Donc il y a une lame et une lame de chakra superposées. Tu vois un peu le délire des shurikens furtifs à l'époque? Bah c'est un peu le même délire. Une lame et du chakra, quasiment collés. Et ça fait 2 entailles. C'est de la magie. L'arme peut également entrer en mode automatique afin que le style Hagoromo soit utilisé automatiquement en aspirant le minimum de chakra pour son bon fonctionnement. C'est de la magie. Ce qui permet donc désormais à l'utilisateur du katana de se concentrer sur le combat sans avoir à se soucier du contrôle et de la dose de chakra donnée à son arme. Pour finir, Sumire a fait en sorte que l'arme possède désormais un mode de sécurité permettant seulement et uniquement à certaines personnes d'utiliser le nouveau katana. On parle donc ici de Boruto, Sasuke et de elle-même. Toutes les autres personnes seront reconnues maintenant comme des intrus et inconnus et l'arme leur aspirera rapidement leur chakra. Cependant, c'est également une énorme boulette de la part de Sumire parce que en rentrant le chakra de Sasuke dans le katana, elle a également rentré le chakra de Hidari qui pourra désormais lui aussi utiliser le katana contre Boruto Uzumaki. Voilà. Alors soit Hidari va utiliser le katana contre Boruto, soit Sasuke prendra le contrôle sur le corps de Hidari et donc il pourra utiliser le katana. Donc méchant, pas méchant, je sais pas. Sumire rajoutera pour finir qu'elle a synthétisé un matériau particulier au katana. Pour l'instant, nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais tout porte à croire que cela pourrait avoir un lien avec les Otsutsuki ou bien le Jubi et les Shinju. Il n'est donc pas impossible qu'Amado et Sumire aient utilisé l'ADN des sbires de Crasse pour rendre la lame plus efficace face aux démons à queue et aux parasites Otsutsuki. On découvrira également par la suite du chapitre que le Kusanagi scientifique est d'une catégorie de katana bien spéciale puisqu'il s'agit également d'un Enshoku, c'est-à-dire un katana possédant une lame à changement chromatique. Et oui, Darkose fait désormais de la branlette intellectuelle. Et oui, c'est de la magie. Cela pourrait donc être la preuve de l'activation du mode automatique du Hagoromo Style, mais ça pourrait aussi être en lien avec la fameuse synthétisation que Sumire a incorporée au katana. En tout cas, ce premier chapitre est extrêmement cool pour Sumire, ça la met très bien en avant, et elle a quand même créé le Kusanagi scientifique Enshoku. C'est de la magie. En tout cas, je valide très fortement le fait qu'un personnage comme Sumire Kake prend encore plus de place dans le manga. Ça me fait presque regretter le fait de ne pas voir Wasabi, Namida et Tsubaki. Je pense que le Kusanagi scientifique a encore beaucoup de choses à nous révéler, mais pour l'instant, il est l'heure de parler du deuxième chapitre de la vidéo. On va donc maintenant passer très rapidement sur le cas de la relation Inojin et de Boruto. Il s'agit en réalité d'un passage extrêmement court du chapitre, mais qui lors de sa lecture m'a procuré quelques frissons et une légère tristesse, là où la majorité des autres lecteurs ont rigolé face au clash sur les coupes de cheveux. Parce que oui, n'oubliez pas que désormais, tous les mois, vous aurez une live reaction du chapitre de Boruto qui est sorti lors du mois. Donc, si tu ne l'as pas vu, tu as la live reaction du chapitre qui apparaît juste ici. Tu peux la consulter, retourner la voir, et tu me verras découvrir le chapitre en live avec vous. Voilà, tu verras mes premières réactions, tu verras des théories de fou. C'est incroyable, c'est vraiment à aller voir, c'est une dinguerie. C'est de la magie. Pour une remise de contexte, Inojin Yamanaka, qui est toujours pris dans l'omnipotence d'Ada, décide de confronter Boruto. Et il est très important selon moi de ne jamais oublier l'omnipotence. Dans ce même chapitre, Shikadai, le meilleur ami de Boruto, parle lui aussi à son père et traite Boruto Uzumaki de meurtrier et de personnes à ne jamais côtoyer. Et même si nous reviendrons sur leur conversation un peu plus tard dans la vidéo, ce sont toujours des moments qui font mal à lire et à regarder.
Kawaki a volé la vie de Boruto, toutes ses relations, tout ce qu'il avait fondé, sa joie de vivre, sa lumière. Tout a disparu pour se transformer en quotidien plongé dans les ténèbres. Lorsque Inojin s'adresse à Boruto, il est persuadé au fond de lui qu'il parle à Kawaki, l'ancien membre de Kara et l'homme ayant été adopté par la famille Uzumaki. Depuis le début de Boruto Two Blue Vortex, le héros n'a pas l'habitude de montrer des sentiments positifs, ou ne serait-ce de dire qu'un simple compliment. Pourtant, face à la bravoure et la persévérance d'Inojin, il décide pourtant de le complimenter. À ce moment-là, Boruto baisse pour l'une des rares fois sa garde, il fait un pas timide, presque discret vers son ami de toujours. Cependant, Inojin reçoit ce compliment de Boruto comme étant celui d'un assassin, un homme ayant été invité à la maison des Uzumaki et ayant détruit cette même famille. Il répond alors sèchement à Boruto que s'il a rejoint les singularités du destin, c'est uniquement pour le bien de Konoha et de Himawari. Mais en aucun cas, il n'a excusé le meurtre de Hinata et de Naruto Uzumaki, et il ne l'a pas accepté comme un membre à part entière de Konoha. Dans sa tête, Boruto devra payer un jour pour ses crimes. Bon, là en vrai, je pense qu'il a vraiment le seum parce qu'il voulait que Naruto soit son beau-père. Imagine, le 7e Hokage, le héros de la guerre, c'est ton beau-papa. Et puisqu'il est mort, il ne l'a pas. Donc il a un peu le seum, je pense. Ah, c'est de la... Bon, j'arrête. Et face à cette violente attaque venant de l'un de ses meilleurs amis, Boruto ferme les yeux et ne répond pas. Preuve qu'il réalise une nouvelle fois la puissance de l'omnipotence de Hada. Les planches nous montrent alors la cicatrice de Boruto, rappel de la terrible nuit où le héros a tout perdu, sa situation et son bonheur. Il finit même par quitter le repère de l'organisation, preuve d'une fuite face à la situation que le héros est en train de vivre. Il y a même Inojin qui, dans la suite des pages, renforce son choix et le poids de ses mots en expliquant à Kashin-Koji que Boruto reste la personne ayant détruit la famille Uzumaki. Face à ça, Kashin-Koji, il ne dit absolument rien, parce que lui, il connaît la vérité, il connaît la puissance de l'omnipotence. Du coup, il garde le silence, tout simplement. Depuis 28 mois, rien que pour nous, Boruto évolue dans l'ombre, mais pour lui, c'est 3 années. Mitsuki a voulu le tuer, il n'a pas pu avoir de retrouvailles avec son meilleur ami Shikadai, il ne s'est pas vraiment rapproché de sa sœur, il n'a pas encore eu la chance de revoir ses parents, son maître est toujours scellé, il a perdu, il a échoué, il a frôlé la mort. La seule chose positive qu'il a pu vivre depuis son retour, c'est une accolade avec Sarada, preuve, s'il en fallait une, que la fille de Sasuke reste la source d'espoir et de lumière dans les ténèbres. Et oui, je suis de retour avec un t-shirt Gilet Sport. Allez-y, ils font des trucs vraiment tip-top, tip-top. En tout cas, j'avais juste beaucoup trop chaud. Parlons de Boruto un peu, non? Pour moi, en tout cas, c'est une scène juste hyper triste parce que, en fait, on a oublié que Boruto, c'est un gamin de base qui a juste tout perdu. Et je trouve que la scène est vraiment ellipsée avec la vanne et le clash sur les coupes de cheveux. Mais si on enlève le clash des coupes de cheveux, la scène est juste triste sa mère. Il fait un pas vers son ancien pote et son ancien pote lui dit « T'approches pas, sale merde, dégage ». Mange mes couilles. Boruto doit juste éprouver une fatigue psychologique tellement intense. Il est recherché, il est la cible numéro 1 et pourtant, il est celui qui protège le mieux Konoha sans recevoir la moindre reconnaissance. En fait, je trouve qu'il est en train d'établir tout ce que Naruto a fait à la fin de son propre manga. Il est vraiment un sauveur, mais pourtant, il est regardé comme Naruto lorsqu'il était enfant. Maintenant, nous allons passer du côté de la famille Nara, et là, c'est quand même extrêmement cool. Dans le bureau de l'Hokage, Shikamaru explique toute la démarche à suivre à son fils unique. Cependant, comme je le disais plus tôt, Shikadai ne comprend pas depuis quand et surtout à quel moment son père a commencé à travailler et à faire confiance à un assassin comme Boruto. Shikamaru répond alors qu'en devenant Hokage, il s'est promis de rester fidèle à ses convictions quelle que soit la situation, mais surtout en restant fidèle à ce que Naruto Uzumaki faisait de son vivant. Ça, c'est extrêmement beau gosse, même quand on croit que Naruto est mort, Shikamaru reste fidèle à lui. C'est incroyable et c'est vraiment beau. J'ai failli pleurer. Shikamaru ne fait aucun compromis et ne subit aucune pression venant d'un tiers.
Tout ce qu'il fait est dans l'intérêt de Konoha et il est persuadé de prendre les bonnes décisions. Il rajoutera qu'il est nécessaire de travailler avec Boruto Uzumaki afin de vaincre les Shinjo humains. Cependant, si Shikadai n'en est pas convaincu, il n'est pas dans l'obligation de suivre le plan, c'est-à-dire que Shikadai est à ce moment-là le seul shinobi de Konoha qui ne reçoit pas l'ordre venant de l'Hokage. Il a le choix de suivre la mission comme de rester extérieur à toute cette histoire-là. Shikadai répondra alors avec une grande maturité qu'il aurait préféré que cette convocation soit en fait un ordre de mission clair, avec aucune possibilité de refus. Excuse-moi le beau gosse. Pour lui, ses amis vont prendre part au combat pour la simple et bonne raison que Sarada et Himawari vont rentrer dans la bataille pour Boruto, ce qui entraînera également Shosho et Inojin. Shikadai décide donc de rentrer lui aussi dans la future guerre qui se rapproche de Konoha, tout en laissant derrière lui ses émotions vis-à-vis de Boruto. Il agit non pas comme ami et homme, mais bel et bien comme ninja prêt à donner sa vie pour son père et Hokage. Shikadai est juste parfait sa mère, il est comme Shikamaru, je veux faire partie du clan Nara. Adoptez-moi, je veux boire votre sang. Ah, Shikamaru et Shikadai, hein, c'est spécial. Ensuite, nous passons au cas de Kashinkoji et de Inojin Yamanaka. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la live réaction du chapitre parce que oui, je fais désormais des live réactions avec vous sur Manga Plus tous les mois. Vidéo à regarder, je ne suis pas un youtubeur en dessous des 100 000 abonnés. J'en ai plus désormais. Et oui, j'ai bientôt un trophée. Je suis Darkose. Shikamaru, le 8e Hokage, crée une liaison télépathique à l'aide d'Inojin Yamanaka et rassemble de ce fait 15 personnages afin d'espérer défendre Ada, mais surtout de vaincre le Shinjo Ego de Bug. Et je crois qu'on n'en parle pas assez, mais il a réuni 15 personnages pour vaincre Mamushi et pour défendre Ada. Ça n'a presque jamais été fait de rassembler autant de persos pour vaincre un ennemi. 15 V1. Bon, le gars peut se cloner forcément, mais on est quand même sur du 15 V1. Et dedans, il y a du Boruto, Sarada, Kawaki, l'Hokage en personne. C'est très cheaté. C'est très très cheaté. Est-ce que ça fait de Mamushi l'un des persos les plus dangereux de l'univers Naruto pour l'instant? Quasiment. Parce qu'à lui seul, il met tout le village en alerte. Et c'est pas les gars de l'époque Naruto. Hein. Là, ils ont quasiment tous des niveaux divins. Les Kawaki, les Boruto, les Sarada, le niveau est extraordinaire. Hein. On retrouve donc dans l'unité Ada, Daimon, Sarada, Shosho, Himawari, Shikadai, Konohamaru, Mitsuki, Delta, ainsi que Kawaki, Amado, Sumire et Boruto. Bon, Moegi, je pense qu'elle est remise sur pied, mais elle ne veut pas bouger son cul pour venir combattre. Bref. L'unité a alors pour objectif de ne pas nuire à Boruto, mais aussi de soutenir ses actions. Pour cela, Shikamaru rappelle donc que Kobu cherche impérativement à tuer le héros du manga. Donc, chaque personnage de l'unité devra faire en sorte de rendre les actions de Boruto les plus simples possibles afin qu'il puisse intervenir sur différentes zones avec Kawaki pour faire face aux différents Mamushi. Le plan est extrêmement bien rodé, hein, c'est du Shikamaru, on a l'habitude. Inojin donne ensuite plus de détails sur sa nouvelle technique en expliquant qu'il s'agit du Shindenjin, troupe de transmission. En premier lieu, ce nouveau pouvoir ressemble énormément au jutsu de communication du clan Yamanaka. Cependant, chaque personne participant à la conversation devient désormais un récepteur comparable à un radar. C'est-à-dire qu'en mettant les 15 personnages dans son jutsu, il peut communiquer avec eux à tout moment, mais surtout ressentir ce qui les entoure, même les personnes dissimulant leur chakra comme les Otsutsuki, et surtout le cas de Mamushi aujourd'hui. Parce que oui, ce petit fourbe a aussi dissimulé son chakra, il n'est pas perceptible. Fils de p... La technique de Inojin se matérialise sous forme d'un Konoha miniaturisé en chakra, où l'on retrouve des points blancs symbolisant les alliés et des points noirs symbolisant l'emplacement des ennemis. C'est pour cela que l'on retrouve par exemple 8 points noirs pour Mamushi se situant à l'entrée du village et 15 points blancs pour l'alliance de Shikamaru. Pour cela, Shikamaru, Koji et Inojin ont créé de manière distancielle un mini QG dans le bureau de l'Hokage servant à localiser les ennemis pour ensuite indiquer au mieux la démarche à suivre.
Inojin repère les vibrations des Mamushi, Kashinkoji transmet l'image du jutsu grâce à l'un de ses crapauds, et Shikamaru met en place la meilleure stratégie possible. Cependant, en fait, il y a un souci, parce que dans le chapitre, Shosho s'intéresse énormément à la nouvelle technique de Inojin, elle pose des questions sur comment ça va marcher, et Shikamaru répond à tout le monde, ça c'est pas votre dos, c'est pas votre problème, ne vous embêtez pas avec tout ça, ça on va s'en occuper, donc laissez-nous gérer. Écoutez-moi bien, c'est ce qui va foutre tout le plan en l'air. Tout va s'écrouler comme ça, c'est sûr et certain. Autrement dit, si Mamushi parvient à pénétrer le bureau de l'Hokage et à tuer Shikamaru, eh bien tout le plan tombera à l'eau et l'unité avancera alors dans le noir le plus total. Pour moi, Kobu ou bien Mamushi vont intervenir dans le bureau de Shikamaru, c'est quasiment obligatoire. C'est sûr, c'est là actuellement, Inojin, Koji et Shikamaru, c'est les trois stratèges de tout le plan. Si Mamushi ne s'attaque pas à eux, il est extrêmement con. Parce que sans eux, tout le monde avance dans le noir. C'est sûr. D'ailleurs, Shikamaru a à peine le temps de finir son explication que Mamushi apparaît dans le village et questionne les habitants de Konoha sur la localisation de Hada. Et les villageois se tapent la discussion avec Mamushi. Quoi ? Bon, au bout d'un moment, je ne comprends pas trop et il faut pas non plus trop jouer avec mes couilles. Dans Naruto, on voyait des mecs en ville et on était en alerte maximale. Et là, on voit un mec chelou, bossu, avec des pieds difformes, qui se tient bizarrement avec des dents pétées et des Rinnegan, et on parle avec lui tranquille, quoi. Je comprends pas. Quelques pages plus tard, les mêmes hommes voient Boruto, et là, c'est la panique totale, hein. Donc, désolé, mais j'ai du mal à comprendre. Peut-être que je suis con aussi, hein, c'est pas impossible. Forcément, le tueur de Naruto se téléporte d'un coup, ça a quoi de faire peur, et je suis complètement d'accord. Mais face à un monstre au Rinnegan, il y a aussi de quoi paniquer, je pense. À l'époque, on avait des ninjas avec des manteaux à motifs qui débarquaient, c'était la panique totale, hein. Tous les Jonin venaient à leur rencontre pour leur faire du sale. C'était abusé. Et ça soulève un second point que je vais à nouveau évoquer sur la chaîne, c'est la présence de l'ancienne génération. Et là, vous allez avoir un Darkose énervé pour les prochaines minutes, mais je suis obligé. Je suis obligé de m'énerver. Comme tous les mois, quasiment, presque. S'il y a bien un souci dans Boruto, c'est de savoir où sont passés les héros avec qui nous avons grandi. Comment Shosho peut être aussi impliqué dans l'histoire sans savoir où est Shoji? On voit Ino, on voit Shikamaru, on voit la génération Ino-Shikasho, avec surtout sa propre fille, mais personne ne se demande « Il est où Shuji? Il est où Shuji ?» Comment ne pas penser à la présence de Rock Lee quand nous avons eu la chance de connaître les 8 portes de Maitogai? C'est la même pour Metal Lee, hein. Il était présent au tout début du manga et depuis le petit gars a disparu. Pourquoi on voit seulement Sakura soigner des victimes de Shinjo humain quand nous avons connaissance du fait que son meilleur ami et son propre mari sont portés disparus et déclarés morts, hein, d'ailleurs dans le cas de Naruto? J'ai envie de te dire, pourquoi Sakura ne vient pas combattre? Pourquoi Sakura n'est pas là pour défendre le village? Il se passe quoi en fait? On veut jouer avec nos couilles jusqu'au bout, quoi. Bon, j'ai vu le mois dernier des théories de gens qui disaient « Mais vous allez voir, on va voir Rock Lee, Shuji, Sakura parce que Mamushi va se multiplier en 30. Donc l'ancienne génération, elle va débarquer. » J'aurais aimé que ce soit vrai. J'aurais kiffé. Mais en même temps, je le sais. Je le sais. Ikemoto ne le fera pas. Est-ce qu'il est fâché avec le manga de Kishimoto? Je ne sais pas. Mais pourquoi on ne voit pas l'ancienne génération? Ils ne sont pas en retraite. Ils ont 35 ans. Ils ont 35 ans, donc ils sont où? Tu me dis, vas-y, Tsunade, Kakashi sont en retraite, vas-y, allez, pourquoi pas, si tu veux. C'est nul comme excuse parce que Hiruzen, 80 piges, il revenait au combat. Mais à la rigueur, si tu veux. Mais ils ont 35 ans. Ils sont où? Pourquoi ils sont pas là pour protéger le village? Je comprends pas. Je pense très sincèrement que dans l'animé, ils les feront revenir comme ils ont fait des combats de Shoji, Kiba, Tenten et j'en passe contre Ishiki, tu vois. Je pense qu'ils les feront revenir dans l'animé, mais il faut les voir dans le manga aussi. Si ce n'est pas le cas, il y a un grand souci. C'est exactement la même pour Kakashi. L'équipe 7 vient de se faire avoir avec leurs plus gros éléments, et Kakashi et Sakura restent au chaud. Où sont Kiba, Tenten, Shino, Mirai et tous les autres? Et moi j'ai les nerfs. Moi j'ai les nerfs parce que
je sais pas, ils étaient 9, ils étaient 12, il y en a 4 de morts, ce qui est déjà beaucoup, les meilleurs éléments. Une paix. Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde est serein. C'est la fête. Et c'est aussi la même pour Temari, hein, quelque part. Elle est la femme de l'Hokage actuelle, donc elle est la première dame de Konoha. Son mari prend cher psychologiquement à tous les chapitres, depuis le chapitre 1 de tout Blue Vortex. Son petit frère a même été disparu à un moment, et elle ne bouge pas, elle n'intervient pas. La meuf dort très bien, elle dort sur ses 2 oreilles. Gaara a failli mourir, son mari, l'Hokage, est chassé dans le village par les hauts responsables, et Temari ne revient pas dans cette histoire-là. Pourquoi? Et c'est encore la même chose pour les grandes nations. Dans le lore de Boruto, le village de Konoha a quand même aidé Suna face à Urashiki, sauvé Iwa face à Shirku, aidé Kumo face à Dippa et aidé le village de Kiri à 2 reprises, pendant le voyage scolaire et pendant le clan Funato. Genre, aucun Kage ne bouge son cul. À aucun moment, Gaara, qui vient d'être sauvé pour la 4e fois de l'œuvre, n'envoie ses hommes pour aider Shikamaru. Je tiens à le dire droit dans les yeux à vous tous qui regardez la vidéo actuellement, Gaara, t'as un gros fils de pute. Voilà. Vous pouvez me démonétiser, vous pouvez enlever la monétisation et bloquer la vidéo si vous le voulez, mais je le dis, Gaara, tu es un fils de pute. Tu n'as aucune race, je ne t'aime plus. Voilà, je te déshérite. Je n'ai pas d'héritage, je n'ai rien. Pour appeler le 8e Hokage en chialant et en demandant de l'aide, il y avait du monde. Mais dès que Konoha se fait baiser le cul, personne ne bouge et ça me rend fou. Pourquoi on n'a pas le droit à ce genre de choses? Pourquoi on n'a pas le droit au bonheur total? Et les chapitres sont très bons, hein, attention. Hein. Mais il manque trop de choses. Il manque de logique en fait. Les 5 grandes nations, la grande alliance ninja. Et dès qu'un village est dans la merde, personne n'intervient, quoi. Tout le monde... Genre là, actuellement, ce qui me rend fou, c'est que Konoha se fait péter le cul, le village commence à brûler et tout, et les mecs comme Shojuro, Kurotsuchi, Darui, ils sont en train de boire leur meilleur café tranquille, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et Gaara, je suis sûr qu'il est remis sur pied. Hein. Gaara est remis sur pied. Hein. 4 fois, il se fait sauver le cul par Konoha. Il est incapable d'envoyer ses hommes pour aider Konoha à son tour. Hein. Mais quelle bande de chiens! Pourquoi on a fait une alliance avec eux à l'époque? Je sais pas. Je suis perdu. Bref, mettez-moi au scénario, s'il vous plaît. Je suis Darkoz, un youtubeur à 100 000 abonnés. Voilà. J'ai des idées. Et les gens aimeront, hein. Je pense. Pour en revenir au chapitre, Shikamaru explique que les Mamushi sont intervenus sur Konoha avant la date estimée. Et Koji lui répondra que c'est inévitable, le cours du temps a déjà changé. Ce qui ramène à sa conversation avec Inojin au tout début du chapitre, où il expliquait que plus il y avait de personnes au courant des plans, plus l'avenir pouvait changer de forme. Ce qui explique donc indirectement que si la venue de Mamushi a été prématurée dans sa durée, eh bien il n'est pas improbable que des morts puissent apparaître dans les prochains chapitres. Donc déjà, Mitsuki est complètement absent de la mission, il fallait 15 éléments, ils sont donc que 14, et en plus Mamushi arrive plus tôt que prévu, donc tout le monde n'est pas prêt. On a ici tous les éléments qui montrent que la mission va partir en couille. C'est sûr, en fait, il y a tout qui le montre. Pour finir cette vidéo, nous avons déjà la preuve de la dangerosité de Mamushi. Lorsqu'il arrive à Konoha, ils sont 5, puis Inojin en repère 8 en tout. Boruto ouvre les hostilités en tuant un Mamushi, puis d'un coup, l'un des corps fait apparaître 3 nouveaux Mamushi pour lancer un premier assaut sur Boruto. Ils sont donc actuellement 10 Mamushi dans le village et ils agissent déjà de manière bestiale en envoyant de puissants katones par leur bouche, ce qui commence donc à brûler le village de Konoha. Boruto active son Kama après de longues années et aspire les flammes de Mamushi afin de protéger le village comme fut jadis Sasuke et Naruto. Alors, je suis complètement d'accord, hein, la page est extrêmement stylée, hein, Boruto qui active le Kama, j'ai eu un petit frisson, mais je trouve que c'est pas ça en fait le plus important de la scène. Oui, Mamushi vient de se diviser en 10 corps et pourtant il brûle déjà Konoha de manière accidentelle. Et à côté de tout cela, Kashin-Koji a expliqué que pour le vaincre, il fallait faire en sorte que Mamushi soit entre 20 et 30 corps
pour le vaincre facilement. Tout doucement, je commence à croire que la fin de Konoha arrivera dans cet arc-là. L'attaque des Mamouchi sur Konoha, le village qui commence déjà à brûler. En fait, on va arriver au chapitre 1 de Boruto. Shikamaru qui demande à ne pas être hostile envers Boruto et Kawaki qui montre déjà que ça le dérange. Je vous le répète, on va arriver au tout début du foreshadowing, au tout début de Boruto. Ce n'est pas en fait Kawaki qui a détruit Konoha, cependant je pense qu'il empêchera Boruto d'intervenir sur les différentes zones pour vaincre Mamouchi. Shikamaru l'explique dans le chapitre, tout le monde va devoir faire en sorte que Kawaki et Boruto puissent intervenir sur les zones. Mais imaginez que les deux électrons libres commencent à se combattre. Ça veut dire que les 13 autres éléments, ils vont être perdus, ils ne sauront pas quoi faire contre Mamouchi. Je suis sûr qu'on va arriver à ce point-là, c'est sûr et certain. Quand Boruto a dit « Je ne pensais pas que tu irais jusque-là, Kawaki », sa phrase voulait en fait dire « Je ne pensais pas que ton envie de tuer les Otsutsuki et de me tuer passerait avant la mission de Mamouchi. » Dans le sens, c'est plus fort que toi, quoi. Tu préfères m'attaquer moi que les Mamouchi. Et Kawaki répondra, comme vous le savez, « Oui, je vais t'envoyer rejoindre le 7e du nom. » Alors que Boruto entame son combat contre Kawaki, Konoha continuera son affrontement face aux Mamouchi. C'est donc aussi pour ça que le Konoha dégage une épaisse fumée noire, c'est les flammes de Mamouchi. En fait, tous les éléments sont là pour nous le montrer. La fin de l'ère des ninjas est révolue, Kobu est dans le village, il a annoncé la chose, ça va arriver. En tout cas, c'est la fin de la vidéo là pour moi aujourd'hui. Logiquement, je vous l'ai dit, nous avons passé ensemble les 100 000 abonnés. C'est la première vidéo depuis les 100 000 abonnés. Je referai sûrement une prochaine vidéo avec le trophée des 100 000. Donc merci à tout le monde pour ce mois de novembre qui était extraordinaire. Pour le concert Naruto, pour tout ça. Je vous aime très fort. Des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Je mets pas mal de contenu là-bas à chaque vidéo, même sur Thread désormais. Donc, merci du fond du cœur pour tout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, Boruto, c'est la vie. Et à bientôt. Voilà, date basso.